Au plus profond de la forêt amazonienne, une découverte allait changer à jamais l'histoire du narcotrafic. C'était un complexe si vaste qu'il semblait impossible à dissimuler, 500 hectares couverts de pistes clandestines, des avions prêts à décoller, un hélicoptère camouflé dans la végétation et 19 laboratoires capables de produire plus de 3500 kilos de cocaïne pure chaque semaine. Cet endroit fut baptisé d'un nom aussi ironique qu'effrayant, Tranquilandia. Mais il n'avait rien de paisible. Là, dissimulé sous le feuillage, étaient entreposées 13 tonnes de cocaïne, estimées à plus de 1,2 milliard de dollars sur les rues des États-Unis. La découverte, menée par le colonel Jaime Ramirez, chef de la lutte antidrogue de la police colombienne, et appuyée par la DEA, confirma ce que beaucoup redoutaient. Le narcotrafic n'était plus une activité artisanale, c'était devenu une industrie dotée d'une puissance inimaginable. Et derrière cette machine, il n'y avait pas seulement Pablo Escobar. Il y avait un autre homme, encore plus redouté, plus imprévisible et bien plus sanguinaire. Gonzalo Rodríguez Gacha. Surnommé El Mexicano, Gacha était décrit comme un assassin impitoyable, un psychopathe capable de transformer la violence en instrument de pouvoir. Pour certains, il représentait la véritable force armée du cartel de Medellín. Pour d'autres, même Escobar paraissait insignifiant à ses côtés. Rodríguez Gacha ne se contenta pas d'amasser une fortune colossale. Il bâtit un empire fondé sur la peur. Un homme qui allait plonger le pays dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les premières années de Gonzalo Rodríguez Gacha furent marquées par le silence et la discrétion. Un homme réservé, mais animé d'une fascination excessive pour la culture mexicaine. Chapeaux, chevaux, rancheras, tout participait à une identité qui allait bientôt se mêler au sang et à la poudre. Gacha réunissait deux mondes, celui d'un entrepreneur du narcotrafic et celui d'un terroriste sans limite morale. Il naquit dans un hameau de Pacho, dans le département de Cundinamarca, au sein d'une famille paysanne modeste. Dès l'enfance, il manifesta des signes troublants. Il s'appropria l'argent issu de la vente des fromages familiaux et dès lors, son ambition apparut clairement. Il ne voulait pas simplement survivre. Il voulait le pouvoir, la richesse et le contrôle. À sa majorité, il s'installa à Bogota. C'est là qu'il rencontra l'homme qui allait marquer son destin. Gilberto Molina, le grand baron des émeraudes de Boyacá. Molina régnait sur un territoire où la convoitise pour les pierres vertes avait déjà provoqué près d'1 millier de morts. Au cœur de cette guerre, Gacha eut son premier contact avec les armes, forgeant un caractère violent et une tendance à régler les conflits par la mort. Il tenta de faire fortune dans le commerce des émeraudes, mais n'accepta jamais de rester un simple subordonné. Il voulait ses propres mines, sa propre richesse, sa propre armée. Au milieu des années 70, il décida de tenter sa chance sur la côte atlantique, en pleine prospérité de la marijuana. Entre la Guajira et Santa Marta s'élevait un empire illégal, 130 et un piste clandestine, et des dizaines de ports, d'où pouvaient appareiller jusqu'à 64 navires, chargés de marijuana, à destination des Caraïbes et des États-Unis. Rodríguez Gacha participa peu de temps à ce commerce. Il n'aimait pas cela. La marijuana était trop volumineuse, difficile à transporter et offrait des marges limitées. Il comprit rapidement où se trouvait le véritable profit. La cocaïne. À cette époque, la pâte base provenait du Pérou et de la Bolivie. Elle était raffinée de manière artisanale dans le sud de la Colombie, puis expédiée en petits chargements vers les États-Unis et l'Europe. L'apport décisif de Rodríguez Gacha allait être révolutionnaire. Faire venir la graine de coca en Colombie, ce geste allait tout changer. Le grand tournant de Gonzalo Rodríguez Gacha fut de transformer un commerce artisanal en une véritable industrie criminelle. Il ne dépendait plus des approvisionnements du Pérou ou de la Bolivie. Il introduisit la graine de coca en Colombie et parvint à produire 3, voire 4 récoltes par an. La découverte fut comparable à celle d'une banque d'émissions. 1 kilo de cocaïne qui valait $1000 en Colombie atteignait $15 000 à Miami, 20 000 à New York et jusqu'à $100 000 au Japon. Un commerce qui semblait inépuisable. Gacha planta de vastes étendues dans les plaines orientales, dans des régions comme le Meta et le Casanare. Là, des milliers de paysans sans terre trouvèrent dans la coca leur seule chance de survie. Le processus était simple mais dévastateur. Cultiver, transformer l'alcaloïde dans des laboratoires improvisés,
puis l'acheminer par des routes clandestines vers les principaux marchés de consommation mondiaux. Pour la première fois, le prix de la cocaïne était sous contrôle colombien. Rodríguez Gacha avait transformé une expérience rudimentaire en un empire industriel. Pendant ce temps, aux États-Unis, l'alerte commençait à retentir. En 1973, après la fin de la guerre du Vietnam, le président Richard Nixon créa la DEA, une nouvelle agence chargée de lutter contre la menace croissante des drogues. Ce n'était pas un hasard. La cocaïne était devenue le symbole de la vie nocturne à New York, Los Angeles et Miami. La consommation augmentait à une telle vitesse que le magazine Newsweek alla jusqu'à publier un article de couverture décrivant la cocaïne comme quelque chose d'aussi banal que boire un verre de vin. Cette demande excessive ouvrit une brèche immense que le cartel de Medellín et en particulier Rodríguez Gacha s'empressèrent de combler. C'était comme une narine géante ouverte aux États-Unis, prête à aspirer des tonnes de cocaïne produites en Colombie. Mais tandis que l'euphorie régnait au nord, une guerre sans précédent commençait en Colombie. L'un des premiers à comprendre l'ampleur du défi fut le colonel Jaime Ramirez, chef de la lutte antidrogue. Un homme qui décida d'affronter les barons de la drogue sans jamais reculer. Le colonel Jaime Ramirez refusa d'accepter que la Colombie tombe aux mains du narcotrafic. Son enquête le mena jusqu'à une figure clé, Verónica Rivera, connue sous le nom de « la reine de la coca ». C'est elle qui servit de lien entre Gonzalo Rodríguez Gacha et les hommes qui allaient définir le cours de sa vie criminelle, le clan Ochoa, Pablo Escobar et Carlos Leder. Ce groupe, baptisé par la DEA le cartel de Medellín, allait devenir l'organisation criminelle la plus puissante d'Amérique latine. La relation entre Escobar et Rodríguez Gacha fut, dès le départ, un mélange de respect et de méfiance. Tous deux savaient qu'ils étaient des tueurs dangereux, capables de se trahir à tout moment. Mais tandis qu'Escobar rêvait d'un avenir politique allant jusqu'à envisager la présidence, Gacha se percevait comme un paysan enrichi, sans ambition idéologique, dont l'unique objectif était d'amasser de l'argent et d'exercer un pouvoir absolu. Pour la DEA, cependant, le véritable ennemi n'était pas Escobar. L'homme le plus dangereux de tous, la cible numéro 1, s'appelait Gonzalo Rodríguez Gacha. El Mexicano avait tissé un réseau de laboratoires au plus profond de la jungle, dans une zone où la guérilla des FARC imposait son autorité sur des milliers de colons en quête de fortune dans le nouveau El Dorado de la coca. En seulement quelques années, la Colombie comptait déjà 4000 hectares de culture de coca. 2 décennies plus tard, ce chiffre atteindrait 150 000 hectares. Le commerce se développait à un rythme effréné. Pendant ce temps, les routes des Caraïbes contrôlées par Carlos Leder depuis les Bahamas commençaient à être prises pour cible par la DEA. Rodríguez Gacha, toujours obsédé par l'expansion, trouva alors la réponse à ses ambitions. Le Mexique. Un territoire immense, doté d'une frontière poreuse, où il entrevoyait l'avenir du narcotrafic mondial. L'offensive américaine parvint à bloquer les routes des Caraïbes. Les avions et les embarcations qui partaient auparavant directement de Colombie vers les États-Unis furent neutralisés. C'était le début d'une nouvelle phase. À partir de ce moment, les cargaisons de cocaïne commencèrent à emprunter la route du Pacifique, traversant l'Amérique centrale pour atteindre le Mexique. Une frontière gigantesque, vivante, impossible à contrôler, que des milliers de personnes franchissaient chaque jour. Là, le commerce trouvait un terrain favorable. Dans les années 80, le cartel de Sinaloa, sous la direction de Miguel Ángel Félix Gallardo, cherchait à diversifier ses activités. Il dépendait largement de la marijuana, mais ne disposait pas d'un approvisionnement stable en cocaïne. Ce qu'il possédait, en revanche, c'était une frontière interminable avec les États-Unis, idéale pour faire passer des tonnes de drogue. C'est alors qu'apparut une relation qui allait changer l'histoire. Rodríguez Gacha entra en contact avec un jeune opérateur de Félix Gallardo, un homme surnommé El Chapo Guzmán. De cette rencontre naquit une alliance stratégique, le 50 sur 50. La cocaïne de Gacha traversait le Mexique et, en échange, les cartels mexicains conservaient la moitié des bénéfices. Pour Rodríguez Gacha, ce fut l'affaire de sa vie. L'accord avec Sinaloa le propulsa au rang de narcotrafiquant international, consolidant son influence bien au-delà de la Colombie. Le Mexique le fascina. Le pays, sa culture et sa musique
devinrent partie intégrante de son identité. On disait que sa première grande opération avait transité par un port nommé Mazatlan. À partir de là, il adopta des symboles mexicains dans tout ce qu'il possédait. Chevaux, propriétés, jusqu'à ses haciendas. Tout portait l'empreinte d'un homme qui ne se voyait plus seulement comme colombien, mais aussi comme el mexicano. Dans ces domaines, Rodríguez Gacha ne lésinait pas sur l'ostentation. Il posséda jusqu'à 200 chevaux de collection, des animaux d'une valeur exceptionnelle, présentés dans des écuries conçues comme de véritables palais. À ces fêtes assistaient des chanteurs renommés, des artistes et des personnalités qui partageaient son cercle comme s'il s'agissait d'un entrepreneur prospère. Pendant ce temps, le commerce de la cocaïne atteignait son apogée. Les chefs du cartel de Medellín, Gacha compris, commencèrent à se donner l'image de bienfaiteurs du pays. Escobar entra en politique, Leder prononça des discours nationalistes sur les places publiques et Rodríguez Gacha se consacra à distribuer de l'argent aux victimes du tremblement de terre de Popayan. L'économie colombienne commença à tolérer l'origine illicite de ses ressources. La société, fragilisée par l'absence de l'État, cohabitait avec les narcotrafiquants comme s'ils formaient une nouvelle classe sociale émergente. À Pacho, sa ville natale, Gacha fit construire des églises, finança des projets communautaires et offrit du travail à des centaines de personnes. Pour beaucoup, il était un homme généreux, un patron qui aidait ceux qui n'avaient rien. Ce que peu voulaient reconnaître, c'est que sa fortune provenait d'un commerce qui saignait le pays. Le narcotrafic trouva aussi un moyen idéal de gagner la sympathie populaire, le football. Gacha, passionné par ce sport, devint propriétaire de Millonarios, l'équipe la plus populaire de Bogota. L'opération fut célébrée par un match classique contre Santa Fe, à Pacho, son village natal. Ce jour-là, le terrain se transforma en un décor inédit. Tout le village se rassembla pour voir jouer son équipe, dans une ambiance d'applaudissements, de musique et de fierté locale. Pour les habitants, c'était le triomphe de l'enfant du pays, parvenu au sommet. Pour le pays, en revanche, c'était le signe que le narcotrafic commençait à s'infiltrer dans tous les recoins de la vie sociale et culturelle colombienne. Le jour du classique à Pacho entra dans l'histoire. Le terrain était en parfait état et tout le village était présent. Paysans, familles entières, autorités locales, policiers et même le chef du poste de police. Un peuple entier réuni pour applaudir l'homme qui les avait placés sur la carte. Mais tandis que la foule célébrait, seuls quelques-uns commençaient à percevoir le danger réel. Le narcotrafic n'était plus un simple commerce clandestin. Il se transformait en un pouvoir parallèle, capable d'acheter les consciences et de dominer la vie du pays. L'un des premiers à s'exprimer fut Luis Carlos Galán, dirigeant du mouvement du nouveau libéralisme. À ses côtés, un jeune homme politique nommé Rodrigo Lara Bonilla comprit que cette mafia montante représentait bien plus que la corruption et l'argent. Elle constituait une menace directe pour la démocratie. Lara dénonçait le fait que les Colombiens transformaient leurs maisons en forteresses pour se protéger d'une violence croissante. Il voyait clairement comment les cartels commençaient à s'infiltrer dans la politique, dans l'économie et dans le football. Le football, passion nationale, s'était transformé en un outil idéal pour blanchir de l'argent et bâtir un prestige social. Lorsque Lara signala cette infiltration, il fut qualifié d'exagéré, voire de fou. Comment accuser le football colombien, disait-il, d'être entre les mains du narcotrafic? En 1982, Lara Bonilla fut nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de Belisario Betancur. Depuis ce poste, il lança une offensive directe contre les chefs du narcotrafic, s'appuyant sur les informations fournies par le colonel Jaime Ramirez. Ensemble, ils formèrent un duo dérangeant, déterminé à mettre au jour l'ampleur réelle du cartel de Medellín. Les premières preuves étaient accablantes. Après avoir dénoncé la présence de narcotrafiquants dans le football, Lara porta son attention vers le ciel. Des centaines d'avionnettes, d'hélicoptères et d'aéronefs traversaient chaque jour l'espace aérien chargé de drogue, avec l'apparente complicité des autorités. Ce qu'il était sur le point de découvrir allait secouer tout un pays. Au début des années 80, le cartel de Medellín ne se contentait plus de contrôler des laboratoires et des routes. Il avait mis sur pied une véritable flotte aérienne au service du narcotrafic. Plus de 1600 aéronefs, avionnettes, hélicoptères et avions sillonnaient le ciel colombien en transportant de la cocaïne.
Le tout avec la complicité de fonctionnaires corrompus de l'aéronautique civile, qui délivraient des licences comme s'il s'agissait de simples formalités administratives. Alarmé par l'ampleur du phénomène, le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, avec l'appui du colonel Jaime Ramírez, ordonna une révision approfondie de ces immatriculations et autorisations. Le résultat fut scandaleux. Des centaines d'aéronefs liés au cartel de Medellín opéraient sous couvert de légalité. Lara s'interrogeait avec indignation. Comment le narcotrafic pouvait-il utiliser librement le ciel du pays? Chaque avion avait besoin d'une immatriculation officielle, d'une piste autorisée, de permis de vol, et pourtant, les chefs se déplaçaient sans aucune restriction. Le coup porté aux finances et à la logistique du cartel fut immédiat, et, par conséquent, Lara et Ramírez devinrent des ennemis directs d'Escobar, de Rodríguez Gacha et du reste de l'organisation. Les narcotrafiquants décidèrent de riposter. Le ministre fut convoqué à un débat de contrôle politique au Congrès. Il pensait que ce serait l'occasion de présenter des preuves montrant que Pablo Escobar, alors suppléant au Congrès, était en réalité un narcotrafiquant infiltré dans la politique, mais ce qu'il découvrit fut un guet-apens. Les auteurs de la convocation étaient Alberto Santofimio Botero et Jairo Ortega, ce dernier étant le suppléant d'Escobar lui-même. Le débat se concentra sur un chèque signé par un supposé narcotrafiquant nommé Gerardo Porras. Le document, truffé d'irrégularités, fut utilisé comme une arme pour discréditer Lara. Le ministre, stupéfait, déclara que ce chèque était une mise en scène grossière. Il comportait des erreurs de numéro d'identité, des endossements impossibles et un bénéficiaire incorrect. Il était évident qu'il s'agissait d'un piège soigneusement monté par le cartel, afin de le faire pression et de délégitimer ses accusations. Le coup porté à Rodrigo Lara fut dévastateur. Le cartel de Medellín ne se contenta pas de l'attaquer. Il l'isola. Ses propres adversaires politiques profitèrent de la situation pour l'affaiblir. Un homme fougueux, à la carrière prometteuse, devint la cible d'une enquête éthique au sein même de son parti. D'accusateur, il passa au statut d'accusé. Et dans cette solitude, il comprit qu'on l'avait laissé à la merci de ses ennemis. Mais il ne renonça pas. Aux côtés du colonel Jaime Ramírez et avec le soutien de la DEA, Lara décida d'intensifier son combat. L'objectif était clair. Démontrer au pays que le narcotrafic n'était pas seulement une affaire de corruption et d'argent, mais une menace directe pour la nation. C'est dans ce contexte qu'arriva en Colombie Lewis Tams, ambassadeur des États-Unis et proche du président Ronald Reagan. Tams arriva avec une obsession: remonter la piste des précurseurs chimiques qui alimentaient la production de cocaïne. La découverte fut alarmante. Dans le monde entier, il n'existait que 7 entreprises capables de produire de l'éther, l'élément clé du processus de fabrication de la cocaïne. Et 90% de cet éther aboutissait en Colombie. La DEA décida de suivre la route des produits chimiques. Des dispositifs électroniques furent dissimulés dans les barils d'éther afin de tracer leur parcours de la Nouvelle-Orléans jusqu'à la Finca Veracruz, propriété des Ochoa, puis de là jusqu'au cœur de la jungle colombienne. La première opération, menée dans la région du Yari, permit la saisie d'1,5 tonne de cocaïne pure. Il s'agissait du plus grand coup porté au narcotrafic dans l'histoire du pays jusqu'alors. Mais le plus troublant ne fut pas la découverte elle-même, mais ce qui suivit. Quelques jours plus tard, des officiers de police se rapprochèrent de l'entourage du colonel Ramírez avec un message sans équivoque. Ils lui demandaient de retirer ses hommes de la zone en échange de n'importe quelle somme d'argent. La tentative de corruption fut un signal clair. Pour Ramírez, cela signifiait qu'il y avait bien plus à découvrir dans la jungle. Et il avait raison. Accompagné d'un pilote et d'un garde du corps, il retourna dans le Yari. Ce qu'il découvrit dépassait toute attente. Le plus grand complexe de cocaïne jamais mis au jour en Colombie. Un lieu qui allait très vite entrer dans la légende, Tranquilandia. Au cœur de la végétation dense du Yari, le colonel Ramírez comprit que ce qui avait été découvert n'était que la partie visible. Les laboratoires étaient dissimulés sous la canopée, cachés entre les arbres et les rivières, tels un monstre silencieux qui respirait à l'abri des regards. Cet endroit fut baptisé d'un nom ironique, Tranquilandia. Mais sa découverte n'apporta aucune paix. Elle marqua le début de l'une des plus grandes tragédies nationales des dernières décennies. Pour la première fois, la Colombie voyait le véritable visage du narcotrafic.
Il ne s'agissait plus d'ateliers improvisés, ni de circuits rudimentaires. C'était un complexe industriel de cocaïne, doté de pistes d'atterrissage, de hangars, de machines lourdes et de tonnes de marchandises prêtes à être exportées. Entre 1978 et 1982, ce qui se produisit fut une transformation brutale. Les artisans de la coca devinrent des magnats du crime, des hommes propulsés d'un coup dans le cercle fermé des plus grandes fortunes du monde. Avec un tel pouvoir entre leurs mains, l'étape suivante semblait inévitable: faire de la Colombie une narcodémocratie. Quelques jours après le coup porté à Tranquilandia, le ministre Rodrigo Lara Bonilla se rendit à Neiva et, lors d'un échange intime avec sa sœur, laissa échapper sa crainte la plus profonde. Tu n'imagines pas le niveau d'infiltration des cartels dans la politique de ce pays. Lors des perquisitions qui suivirent, les autorités mirent la main sur des registres comptables qui, selon Lara, avaient le pouvoir d'ébranler toute la nation. C'était la preuve irréfutable que le narcotrafic ne finançait pas seulement la violence, mais touchait déjà les plus hautes sphères du pouvoir. Pour beaucoup, Tranquilandia fut le moment où la Colombie prit conscience qu'elle partageait son lit avec l'ennemi. Le coup mit les chefs du cartel de Medellín dans une colère noire, et en particulier Rodríguez Gacha, dont le réseau se retrouva directement exposé. À partir de cet instant, El Mexicano commença à préparer sa vengeance avec une précision méthodique. Lors d'une réunion privée, le ministre Lara reçut un avertissement direct du colonel Ramirez. « J'ai des informations très sérieuses indiquant qu'il existe un plan pour vous assassiner. Et si un jour ils y parviennent, sachez que les responsables sont les propriétaires de ces avionnettes et de l'hélicoptère saisi à Tranquilandia. » 54 jours après le coup porté à Tranquilandia, la prophétie du colonel Ramirez se réalisa. Le 30 avril 1984, le ministre Rodrigo Lara Bonilla fut assassiné à Bogota. Le crime bouleversa le pays. La réponse du gouvernement fut immédiate. La mesure la plus redoutée par les chefs fut mise en œuvre, l'extradition vers les États-Unis. Pour eux, il n'existait pas de châtiment pire que d'affronter la justice américaine. Le cartel de Medellín répondit par un slogan qui allait marquer une époque de violence. « Nous préférons une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. » Les dits extraditables déclarèrent la guerre à l'État, une guerre qui serait sans merci. Le colonel Jaime Ramirez devint lui aussi une cible prioritaire. Il avait été l'architecte de la découverte de Tranquilandia, et les chefs ne le lui pardonneraient jamais. Lui et sa famille vivaient sous une protection stricte de la DEA, mais le danger était omniprésent. Un officier du renseignement l'avertit qu'il existait des informations sur un attentat imminent visant un haut responsable de la police et que tout indiquait qu'il s'agissait de lui. Ramirez savait que le cartel avait infiltré l'institution elle-même. L'argent et les pots de vin avaient corrompu jusqu'aux fondations des forces de l'ordre. Après être passé des antinarcotiques à l'inspection de la police, il se sentait vulnérable, exposé, clairement désigné. Malgré tout, il continuait à travailler. Un vendredi, il reçut des informations d'un agent infiltré dans le cartel. Le chef du groupe chargé de l'assassiner, un homme connu sous le surnom de Cuco, était mort et l'ordre avait été suspendu. La nouvelle apporta un répit temporaire. Ce week-end-là, Ramirez décida de passer du temps avec sa famille, comme il n'y était pas parvenu depuis longtemps. Mais sur le chemin du retour de Bogota, alors qu'ils parlaient de l'avenir et de leurs projets, la mort les surprit sur la route. Un bruit métallique secoua le véhicule. Au début, cela sembla être une panne mécanique. En quelques secondes, ils comprirent la vérité. C'étaient des rafales de mitrailleuses avec silencieux. La voiture perdit le contrôle, les balles transpercèrent la carrosserie, et tout se transforma en un enfer de feu et de sang. La famille se jeta au sol à l'intérieur du véhicule pour se protéger, tandis que le colonel Ramirez était mortellement touché. Au milieu du chaos, la tragédie devint insupportable. L'épouse du colonel Ramirez ouvrit la porte arrière pour tenter de sauver ses enfants. Face à elle, l'assassin pointa directement sa mitrailleuse sur sa poitrine. Elle supplia pour sa vie et, contre toute attente, le tueur s'en alla. Mais Jaime Ramirez était déjà mort. Appuyé à côté de lui, il reçut le coup de grâce à la tête. Le message était sans équivoque. Tranquilandia avait été vengé. Avec sa mort, il devint évident que la guerre contre l'État serait brutale durant la seconde moitié des années 80. Ce furent des années sombres.
un ministre qui avait tenté de démissionner après l'offensive du cartel, un colonel qui crut en son pays jusqu'au bout, des journalistes et des hommes politiques qui osèrent dénoncer. Tous luttèrent dans la solitude, et presque tous moururent dans cette même solitude, sous le poids de l'ingratitude d'une société qui ne mesurait pas encore l'ampleur de l'ennemi. Pendant ce temps, Rodríguez Gacha ouvrait de nouveaux fronts. L'un d'eux, contre la guérilla des FARC. Lorsqu'il installa ses premiers laboratoires dans les jungles du Yari, il se heurta à un territoire abandonné par l'État, mais fermement contrôlé par l'insurrection communiste. Pendant un temps, la relation fut de coexistence. Les FARC protégeaient les laboratoires en échange d'un impôt, appelé le grammage. En réalité, tout commença comme une simple transaction. Les FARC avaient contribué à la colonisation des terres du Caquetá et, lorsque les paysans commencèrent à y cultiver la coca, la guérilla devint intermédiaire. D'abord, elle prélevait des taxes sur les cultures, puis sur les laboratoires. La cocaïne avait fait de la guérilla un acteur incontournable. Et même si, à cette époque, elle n'exportait pas encore directement, le lien avec Rodríguez Gacha était évident. Une relation inconfortable, fondée sur l'argent, l'opportunisme et la méfiance. La puissance de la cocaïne modifia progressivement la relation entre Rodríguez Gacha et les guérillas. Ce qui n'était au départ qu'une taxe par hectare se transforma rapidement en une montée en puissance, d'abord par culture, ensuite par laboratoire, puis, finalement, par kilo de cocaïne produit. Dans le Magdalena Medio, où Gacha s'était approprié de vastes étendues de terre, la pression augmentait. Les FARC et d'autres groupes insurgés ne se contentaient plus de prélever des impôts. Ils recouraient aussi à l'extorsion et aux enlèvements. En 1981, le groupe Guerrillero M19 enleva Marta Nieves Ochoa, sœur de l'un des associés du cartel de Medellín. La riposte fut immédiate. Les chefs, avec Gacha à leur tête, créèrent un groupe armé à Puerto Boyacá, une région où El Mexicano avait acquis des milliers d'hectares. Ce groupe reçut un nom qui allait marquer un tournant. Muerta a Secuestradores, MAS. Le MAS fut, en apparence, un escadron improvisé destiné à sauver Marta Nieves. Mais après sa libération, loin de disparaître, il devint un symbole de terreur. N'importe qui pouvait utiliser ce nom pour assassiner, massacrer ou intimider ceux soupçonnés de lien avec la gauche ou les guérillas. Rodríguez Gacha en fut l'un des principaux financeurs. Ce qui avait commencé comme une cellule armée devint la base d'une stratégie bien plus vaste, le paramilitarisme. À cette époque, des paysans, des éleveurs et des membres des forces armées s'organisèrent en escadrons clandestins. De nombreux militaires opéraient directement sous le couvert de groupes d'autodéfense, mettant en place une machine de mort qui allait rapidement s'étendre à l'ensemble du pays. De cette structure naîtraient, des années plus tard, les redoutés Autodéfense Unie de Colombie. Gacha participa activement à ce processus. Il tenta de conclure des accords avec les FARC, mais leurs divergences idéologiques étaient irréconciliables. Si la guérilla acceptait de percevoir des taxes sur le narcotrafic, elle refusait catégoriquement de devenir partenaire direct de la production et de l'exportation de cocaïne. L'affrontement était inévitable. Les laboratoires de Gacha furent attaqués à de nombreuses reprises, et sa guerre contre l'insurrection ouvrit l'un des chapitres les plus sanglants de l'histoire contemporaine de la Colombie. Alors même que les FARC menaient des pourparlers de paix avec le gouvernement, sur les territoires contrôlés par Rodríguez Gacha, la violence ne cessait jamais. Dans les Llanos et, surtout, dans le Magdalena Medio, les hostilités étaient permanentes. Mais cette région possédait une valeur particulière. Ce n'était pas seulement une jungle hostile, mais aussi un couloir stratégique de grandes exploitations bovines, de terres fertiles et d'influence politique. Les éleveurs locaux étaient étouffés par l'extorsion et les enlèvements pratiqués par la guérilla. Avec l'appui du bataillon Barboula de l'armée, ils commencèrent à s'organiser en groupes d'autodéfense, une figure légale en Colombie depuis 1968. À ce dispositif s'ajoutèrent des émeraudiers, des commerçants et des grands propriétaires fonciers, eux aussi désireux de protéger leurs intérêts dans des zones reculées. C'est dans ce contexte que Rodríguez Gacha devint le principal bailleur de fonds de Puerto Boyacá. C'est là qu'il façonna ce qui serait connu comme le modèle Puerto Boyacá, un territoire où le paramilitarisme occupait tous les espaces de la vie locale politique, militaire, civile
et même électorale, sous l'apparence d'un ordre imposé. À première vue, la zone semblait pacifiée. Mais il s'agissait d'une paix des cimetières, fondée sur la peur, l'intimidation et la mort. À Puerto Boyaca, les forces militaires locales travaillaient main dans la main avec les groupes d'autodéfense. Cette alliance permit l'arrivée de mercenaires étrangers chargés d'entraîner les paramilitaires, des Britanniques et des Israéliens qui, selon diverses sources, auraient été facilités par de hauts responsables militaires, des figures politiques influentes et des dirigeants du secteur de l'élevage. Le projet de Rodríguez Gacha était ambitieux: inonder le pays de cocaïne et construire un corridor stratégique reliant les Llanos orientales à la côte atlantique, en traversant le Magdalena Medio. Pour y parvenir, il acquit d'immenses étendues de terre, certaines achetées, d'autres arrachées par la force, et entreprit de consolider sa propre armée paramilitaire. Les armes provenaient du marché noir, et les paysans étaient enrôlés de force ou déplacés. L'objectif était de briser les FARC et tous ceux qui leur manifestaient de la sympathie. En réalité, il ne s'agissait pas d'un affrontement idéologique. C'était une lutte pour le territoire, le contrôle et l'argent. Lorsqu'un paysan était accusé de collaborer avec la guérilla, la sentence était la mort. Le discours de la « défense contre le communisme » n'était qu'un prétexte. Ce qui se jouait réellement, c'était la domination totale des routes de la cocaïne. Le discours officiel de Rodríguez Gacha parlait de lutte contre le communisme. Mais la réalité était tout autre. Il cherchait à protéger ses intérêts et à consolider un corridor stratégique pour le narcotrafic. Grâce à de solides liens au sein de l'armée, de la police et du DAS, Gacha exerçait un contrôle absolu sur une région clé pour cultiver, produire et exporter la cocaïne vers les marchés internationaux. Au milieu du processus de paix avec les FARC, un nouvel acteur politique fit son apparition, l'Union patriotique. En 1986, ce mouvement obtint une représentation dans les conseils municipaux, les assemblées départementales et même au Congrès. Sa force électorale progressait précisément dans les zones où Gacha cherchait à étendre son pouvoir. La réaction fut brutale. Une extermination systématique de l'Union patriotique débuta, l'une des campagnes de violence politique les plus dévastatrices de l'histoire colombienne. Rodríguez Gacha est cité comme auteur et commanditaire de nombreux assassinats et crimes politiques majeurs. Entre 1986 et 1989, le pays fut plongé dans une guerre sale. Des massacres comme celui de Segovia anéantirent les bases sociales du mouvement. 9 parlementaires furent assassinés, ainsi que des centaines de conseillers municipaux, de dirigeants locaux et de militants. Le calcul de Gacha était limpide. Si la guérilla trouvait une voie vers la politique légale, il se retrouverait face à un ennemi à l'intérieur même des institutions. La solution fut de les éliminer tous. On estime que plus de 3000 militants de l'Union patriotique furent assassinés dans cette campagne d'extermination. En 1987, le processus de paix du président Virgilio Barco était déjà en crise. Les FARC rompirent la trêve et, quelques semaines plus tard, Gacha ordonna l'assassinat de Jaime Pardo Leal, candidat présidentiel de l'Union patriotique. Pardo Leal était un avocat charismatique, une voix de centre-gauche qui commençait à susciter l'espoir dans de larges secteurs du pays. Sa mort fut un choc dévastateur, le point de rupture qui convainquit les FARC qu'en Colombie, il n'existait aucun espace pour la paix. À partir de ce moment-là, la voie choisie fut une autre, la guerre, une guerre qui n'a toujours pas pris fin. En 1987, Rodríguez Gacha ouvrit un nouveau front, cette fois contre le cartel de Cali. La répartition du marché de la cocaïne aux États-Unis était claire. Cali contrôlait New York et le Nord, tandis que Medellín s'étendait vers d'autres régions. Mais les tensions apparurent rapidement. Les hommes de Cali accusaient le cartel de Medellín d'envahir leur territoire. La guerre éclata avec une attaque dévastatrice. L'explosion de dynamite contre l'immeuble Monaco, résidence de Pablo Escobar à Medellín. Le cartel de Cali avait porté le premier coup. La riposte fut immédiate. Le cartel de Medellín s'acharna contre la Rebaya, la chaîne de pharmacie appartenant au frère Rodríguez Orejuela. La violence atteignit un niveau inédit. Dans cet affrontement, Escobar savait pouvoir compter sur son associé le plus redoutable, Gonzalo Rodríguez Gacha. El Mexicano constituait le bras armé du cartel, un homme capable de prendre des décisions militaires rapides, mortelles, avec une logistique irréprochable.
La guerre contre Cali marqua le début du déclin du cartel de Medellín. Mais Gacha ne combattait pas uniquement Cali. Il affrontait aussi ses anciens alliés, les Émeraudiers. Son ambition consistait à bâtir un corridor du narcotrafic reliant les Llanos orientales à la côte atlantique. Ce passage stratégique traversait les terres de Víctor Carranza, surnommé le Tsar des Émeraudes. Carranza tenta d'acheter la paix en proposant à Gacha une mine en compensation. Mais el Mexicano ne se satisfaisait pas d'une part, il voulait le contrôle total. La guerre fut si violente qu'en 1989, il ordonna un massacre à Sasaima, où 20 personnes furent assassinées, dont son ancien mentor, Gilberto Molina, l'homme qu'il avait initié au monde des émeraudes et des armes. À ce stade, Gacha menait simultanément 4 guerres, contre l'État, contre les FARC, contre le cartel de Cali et contre les Émeraudiers. Pour soutenir un conflit d'une telle ampleur, il lui fallait davantage d'hommes, de formation et d'armes. C'est alors qu'il adopta une nouvelle stratégie, le recours à des mercenaires étrangers. Dans le Magdalena Medio, arrivèrent d'abord des groupes britanniques, puis des Israéliens, spécialistes de la guerre irrégulière. Avant l'arrivée des Israéliens, Gacha avait même écouté des propositions de mercenaires britanniques qui lui suggéraient un plan audacieux, faire exploser Casa Verde, le quartier général des FARC à El Caguán. L'arrivée de Yair Klan en Colombie fut entourée de controverses. Ancien officier de l'armée israélienne, Klein arriva accompagné d'autres militaires à la retraite. Selon ses propres déclarations, il aurait reçu 75 000 $ pour entraîner 3 groupes de 30 hommes chacun sur une propriété du Magdalena Medio, appartenant à Rodriguez Gacha. Klein affirma avoir cru travailler pour un entrepreneur du secteur de l'élevage et non pour un narcotrafiquant. Mais cette version convint difficilement. Ce qui est certain, c'est qu'après ces entraînements, la Colombie connut l'une des vagues de violence les plus terribles de son histoire. Les élèves de la prétendue école de Yair Klein devinrent les tueurs les plus redoutés de la décennie, responsables de massacres, de déplacements forcés et d'atrocités qui marquèrent le pays de sang. Au cours de ces sessions, ils n'apprirent pas seulement à manier des explosifs. Ils perfectionnèrent des techniques pour tuer plus vite, plus efficacement et avec une brutalité accrue. Il n'était même plus nécessaire d'enterrer les corps. Certains étaient jetés dans les rivières, d'autres livrés à des fosses de caïmans et de crocodiles spécialement aménagées pour faire disparaître les victimes. Le paramilitarisme formé par Klein installa un imaginaire de terreur absolue. L'objectif ne se limitait pas à éliminer des ennemis, mais à gouverner par la peur, à transformer l'horreur en un mécanisme de contrôle social et économique. La Colombie sombra alors dans la période la plus effroyable de son histoire récente. Les narcotrafiquants disposaient d'argent, d'armes en abondance, de réseaux de complicité à tous les niveaux, et d'aucun scrupule pour tuer. En quelques années, ils avaient éliminé le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla, l'avocat Enrique Lou Murtra, le procureur Carlos Mauro Hoyos, et ils osèrent même faire exploser le siège du DAS, où travaillait l'un de leurs plus grands ennemis, le général Miguel Maza Márquez. L'alliance entre narcotrafiquants et paramilitaires avait transformé la Colombie en un véritable théâtre de guerre totale. Alors que la guerre entre cartels s'intensifiait, le cartel de Cali conçut une stratégie froide et méthodique, infiltrer l'ennemi pour l'abattre de l'intérieur. La mission avait un objectif unique et précis, la tête de Gonzalo Rodriguez Gacha. Pour l'exécuter, Cali recruta un opérateur discret et efficace, Jorge Velázquez, connu sous le surnom de El Navegante. Velázquez sut gagner la confiance de Gacha avec patience et habileté. Il effectua des voyages avec des cargaisons, coordonna des expéditions et peu à peu devint un maillon indispensable de la logistique d'El Mexicano. Personne ne soupçonnait qu'en parallèle, il rapportait chacun de ses mouvements au cartel de Cali. La trahison se tissa dans la normalité. El Navegante facilita l'accès aux armes, aux routes et aux contacts. C'est lui qui mit Gacha en relation avec des fournisseurs de fusils. Il participa même à l'introduction d'équipements qui apparaîtraient plus tard dans les registres officiels, comme faisant partie de l'arsenal saisi dans les propriétés du chef. Avec le temps, les autorités retracèrent le numéro de série de l'une de ces armes. Cette piste permit d'établir, selon les enquêtes de l'époque, un lien entre accessoires et pièces d'un engrenage de violence politique, incluant des attentats et des assassinats qui marquèrent profondément le pays.
Parmi les faits les plus marquants de cette période, figura un assassinat politique majeur qui laissa une empreinte durable dans la vie publique colombienne. La manœuvre d'El Navegante ne fut pas un acte isolé. Elle constitua la pièce maîtresse d'une campagne d'infiltration qui affaiblit la sécurité de Gacha de l'intérieur. La confiance qu'El Mexicano accorda à cet homme devint sa faille. Les informations transmises par Velázquez à Cali se transformèrent en coups stratégiques qui ouvrirent de nouveaux fronts et provoquèrent des trahisons brisant des alliances. Sur l'échiquier du narcotrafic, la loyauté s'achetait et se vendait. Et lorsque la trahison portait la signature d'un homme aussi proche, les conséquences étaient mortelles. Le paroxysme de la terreur fut atteint en août 1989. La Colombie traversait l'une des pires crises de son histoire récente, et le choc fut dévastateur. L'assassinat de Luis Carlos Galán, candidat à la présidence et porteur des espoirs de changement et de paix de tout un pays. Galán représentait la figure la plus prometteuse de sa génération. Par son discours contre la corruption et le narcotrafic, il avait mobilisé des foules, ravivant l'idée qu'il était encore possible de sauver la démocratie. Mais cette même voix devint une cible pour les cartels. Sa mort ne fut pas seulement un crime politique, ce fut une tentative d'enterrer l'espoir de millions de Colombiens. Durant cette période, le pays ne perdit pas un, mais la moitié de ses candidats présidentiels. La campagne électorale se mena dans le sang et le feu, une lutte pour la survie même de la démocratie. Le problème était évident. La Colombie ne disposait pas d'institutions suffisamment solides pour juger les responsables. La justice était infiltrée, affaiblie, et une partie de la société était devenue complice, par peur ou par intérêt financier. Après l'assassinat de Galán, le Parti libéral désigna César Gaviria pour le remplacer dans la course à la présidence. Mais la menace ne s'arrêta pas là. Le 27 novembre 1989, Gaviria devait embarquer sur un vol d'Avianca reliant Bogota à Cali. L'avion explosa en plein vol, tuant les 107 passagers à bord en quelques secondes. L'attentat visait à éliminer le nouveau candidat, mais Gaviria ne se trouvait pas à bord. Il avait modifié ses plans à la dernière minute. Le pays, cependant, resta sous le choc. La violence était devenue démente, une spirale de sang qui ne faisait aucune distinction entre politiciens, juges, civils ou innocents. Ce jour-là, la Colombie comprit que les cartels étaient prêts à tout détruire pour préserver leur pouvoir. La violence avait atteint un degré vertigineux. Pour assassiner un seul homme, les cartels étaient capables de faire exploser un avion commercial avec plus de 100 passagers à bord. C'est dans ce climat que l'étau autour de Gonzalo Rodríguez Gacha commença à se resserrer. La DEA, le DAS et la police le traquaient sans relâche. Le cartel de Cali était sur ses talons. Et son fils Freddy, héritier naturel de son empire criminel, était tombé aux mains des autorités. Gacha dormait à peine. Il savait que la fin approchait. Il le répétait avec résignation. Aucun royaume n'est éternel. Malgré son armée privée, ses fusils et les innombrables terres qu'il avait accumulées, il était seul, pris au piège d'un destin inévitable. Tous ses dispositifs de sécurité avaient été découverts. Les alliances qu'il avait soutenues pendant des années s'effondraient les unes après les autres. La plus fatale de toutes fut celle scellée entre le DAS et le cartel de Cali. Cette union affaiblit El Mexicano jusqu'à le rendre vulnérable. Ne sachant plus à qui se fier, il commit sa dernière erreur. Chercher refuge dans la gueule du loup. Il se tourna vers El Navegante, l'homme qu'il avait érigé en confident absolu, sans se douter qu'il travaillait en secret pour ses ennemis. El Navegante devint une pièce centrale. Non seulement il organisait les cargaisons, mais il concevait aussi la stratégie de sécurité du chef. C'est lui qui le convainquit de se rendre à Cartagena, en lui promettant qu'il pourrait y retrouver son fils capturé. Mais tout n'était qu'un piège. El Navegante transmit à ses contacts la localisation exacte de Gacha. Lors de l'opération finale, un hélicoptère militaire survola la zone où le chef se cachait dans des cabanes, protégé par un groupe d'hommes lourdement armés. Depuis les airs, les forces de sécurité aperçurent un camion quittant précipitamment les lieux. C'était le véhicule dans lequel fouillait Rodríguez Gacha. Ce qui suivit fut une poursuite chaotique. Une chasse à l'homme dans le feu et le sang qui marqua le dernier jour de l'un des individus les plus redoutés de l'histoire du narcotrafic. La traque atteignit son point le plus critique aux abords de Coveñas. L'hélicoptère militaire ouvrit le feu sur le camion dans lequel Gacha tentait de s'échapper. Les rafales creusèrent la chaussée,
sans parvenir à immobiliser le véhicule. Par haut-parleur, les forces de sécurité ordonnèrent l'arrêt immédiat. Le camion fut abandonné brutalement, et 2 hommes en descendirent en hâte. L'un d'eux était Gonzalo Rodríguez Gacha. Le chef courut à travers les pâturages, blessé, le cuir chevelu ouvert après avoir tenté de franchir une clôture de fils barbelés. Même en sang, il continua de tirer sur l'hélicoptère. Ce fut le dernier acte de résistance d'un homme qui avait vécu dans la violence et qui mourut de la même manière. Certains témoins évoquèrent une grenade qui aurait explosé dans ses mains. D'autres affirmèrent qu'il avait été atteint par les tirs venus du ciel. Ce qui est certain, c'est que l'hypothèse d'un suicide ne fut jamais confirmée. Les blessures à ses mains ne correspondaient pas à la version officielle selon laquelle il aurait lui-même déclenché l'explosif. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que Rodríguez Gacha mourut les armes à la main, fidèle à la violence qui avait marqué toute son existence. Nous étions le 15 décembre 1989. Il n'avait que 42 ans. Sa mort ne mit pas fin à son héritage. Ce qu'il laissa derrière lui fut une traînée de morts, des milliers de victimes, de veuves, d'orphelins et de disparus. Un chemin de terreur qui serait repris par les groupes paramilitaires sous le nom d'Autodéfense Unie de Colombie. El Mexicano laissa au pays une question ouverte. Pourquoi la Colombie produit-elle des figures comme Gacha? Pourquoi le narcotrafic, malgré les morts et les guerres, demeure-t-il si profondément enraciné dans notre histoire? Certains soutiennent que Gacha fut le produit de son environnement, qu'il naquit dans un pays où la violence s'est banalisée, où tuer cessa d'être un tabou pour devenir un instrument de pouvoir. Que, peut-être, dans d'autres circonstances, il ne se serait jamais transformé en assassin ni en psychopathe. Mais la réalité est tout autre. La trace de terreur qu'il a laissée demeure vive dans la mémoire d'un pays qui lutte encore pour refermer les blessures de son règne sanglant. L'héritage de Gonzalo Rodríguez Gacha est celui d'une machine criminelle qui a broyé des milliers de vies. Des crimes atroces qui ne pourraient jamais être pardonnés par aucune juridiction, car leurs dégâts ont dépassé l'individuel. Ils ont frappé les fondements même d'un pays. Ni Gacha, ni Escobar, ni les Castaño n'auraient pu bâtir des empires du crime organisés sans la complicité de secteurs politiques et économiques. C'est là la blessure la plus profonde. Les associés du cartel de Medellín n'ont pas seulement existé, ils ont gouverné, et nombre d'entre eux demeurent encore présents dans la vie publique. La mort de Gacha soulagea certains, affaiblit momentanément le cartel de Medellín, mais ne mit pas fin au narcotrafic. La chute d'Escobar ne le fit pas davantage. En réalité, le pays qu'El Mexicano admirait tant, le Mexique, hérita et multiplia son modèle de sang et de violence. Après des décennies de guerre, des milliers de morts et des sacrifices immenses, la question demeure, à quoi tout cela a-t-il servi? Aux États-Unis, la consommation n'a pas diminué. Aujourd'hui, plus d'1 demi-million de personnes sont incarcérées pour des délits liés aux drogues, et pourtant le commerce reste colossal. La politique dite de la « guerre contre la drogue » apparaît comme un échec, laissant derrière elle un bilan tragique en Amérique latine. Le narcotrafic n'est plus celui des anciens cartels. Il s'est mué en une industrie mondiale sophistiquée, dotée de réseaux financiers capables de faire circuler de l'argent à travers des banques et des places boursières à New York, au Japon ou en Europe, protégés par une armée de prête-noms invisibles. En Colombie, les liens entre narcotrafic et politique ont toujours existé. Il ne s'agit pas seulement du cartel de Medellín ou des paramilitaires. Même les FARC ont, à un moment donné, trouvé dans la cocaïne une source de financement stable. L'histoire de Rodríguez Gacha n'est pas un chapitre clos. Elle rappelle un cycle qui se répète. Violence, corruption, alliances clandestines et sang. Un cycle qui, encore aujourd'hui, plus de 3 décennies après sa mort, continue de hanter le pays. Le narcotrafic n'a pas seulement financé des armées privées et des cartels. Il est aussi devenu une source inépuisable de ressources pour la politique. Pendant des décennies, campagnes électorales et caciques régionaux ont profité de l'argent de la cocaïne. La contradiction est flagrante. Tandis qu'en Colombie se déroulait une guerre sanglante, aux États-Unis, le système financier absorbait des milliards de dollars issus du narcotrafic sans conséquences visibles. Wall Street a déplacé et déplace encore d'énormes volumes de capitaux souillés par la drogue. Mais combien de banquiers nord-américains ont été incarcérés pour blanchiment d'argent? Aucun. Il manque toujours à la direction internationale le courage nécessaire
pour affronter ce problème dans toute son ampleur. Le discours est resté inchangé. La Colombie serait le pays producteur, le Mexique, celui du transit, les États-Unis le consommateur. Et chacun rejette la faute sur l'autre, comme dans un jeu sans fin d'évitement. La réalité est simple. Sans demande, il n'y aurait pas d'offre. Et tant que la consommation restera intacte, la violence en Amérique latine se poursuivra. Peut être que la solution n'est pas une guerre frontale qui n'a laissé derrière elle que des fleuves de sang, mais la réduction des profits illégaux de ce commerce. Réguler les marchés, priver le narcotrafic de son pouvoir économique, lui retirer la source de financement qui transforme des hommes comme Gacha en monstres. Après sa mort, la fortune de Rodríguez Gacha passa en grande partie aux mains de l'État. 25 ans plus tard, les terres qui furent autrefois des symboles d'opulence appartiennent aujourd'hui à des paysans déplacés par la violence. Ils y cultivent, à la force du travail, ce qui servait autrefois à financer la mort. L'un d'eux le résume avec des mots simples. L'argent de cet homme s'est évaporé. Il ne reste que le travail, la sueur, la terre. C'est cela qui dure vraiment. L'argent de Gonzalo Rodríguez Gacha, comme celui de tant d'autres chefs, s'est dissipé avec le temps. Des fortunes qui semblaient infinies ont disparu comme du sable entre les doigts. La seule richesse qui perdure est celle qui se construit par l'effort, par le travail, par la sueur du front. Un quart de siècle après sa mort, la Colombie lutte encore pour reconnaître ce qui s'est produit durant les années les plus sombres de la guerre contre le narcotrafic. Le pays oscille entre le silence et une fascination dangereuse pour les chefs, prisonniers de la honte et du déni. La vérité demeure incomplète. Il existe une tentation permanente de briser les miroirs pour éviter de regarder la réalité. Mais tant que cette histoire ne sera pas affrontée de front, elle se répétera inlassablement. En Colombie, des organisations violentes ont été démantelées à maintes reprises et renaissent toujours. Pourquoi? Parce que le problème politique de fond n'a jamais été compris. Parce qu'il est plus facile d'accuser l'autre que de se regarder soi-même. Pendant trop longtemps, le destin du pays a été confisqué par des hommes cruels, dépourvus de morale, qui ont gouverné par la violence. Aujourd'hui, la responsabilité change de camp. C'est le temps de ceux qui défendent le bien. C'est pourquoi, plus que de rappeler Gacha ou Escobar, la mémoire devrait mettre en lumière des noms comme celui du colonel Jaime Ramírez et du ministre Rodrigo Lara Bonilla. Eux et bien d'autres ont sacrifié leur vie, leur liberté et leur bonheur pour affronter une machine de mort qui semblait invincible. La vie de Gonzalo Rodríguez Gacha raconte une ascension fulgurante bâtie sur le sang. Les dégâts qu'il a causés ont marqué des générations entières, et ses crimes pèsent encore sur l'âme du pays. Mais c'est aussi l'histoire d'une nation qui peut encore choisir, se souvenir pour ne pas répéter, regarder la vérité en face et reconnaître enfin ses véritables héros. Ce récit ne parle pas d'un chef du crime, il parle d'un pays qui peut encore décider s'il veut continuer à vivre sous l'ombre de ces monstres ou écrire, enfin, un autre destin. La série présentée ici repose sur une enquête journalistique rigoureuse et sur des scripts qui privilégient la clarté plutôt que la fascination. Partir des travaux d'investigation, transformer les découvertes en récits crédibles et exiger, toujours, une responsabilité éthique dans la manière de raconter le passé. Il s'agit avant tout d'un travail contre la mythification. Il ne vise ni à embellir le bandit, ni à transformer en légende celui qui a organisé la souffrance de milliers de personnes. C'est aussi une invitation à comprendre pourquoi surgissent des figures comme Gonzalo Rodríguez Gacha. Quelles conditions sociales, politiques et économiques permettent à la cruauté de devenir un projet de vie. Dans cette lecture, se dessine une dénonciation ferme d'une mentalité qui place l'intérêt personnel au-dessus de toute valeur collective, la loyauté transformée en clientélisme, le prétendu engagement qui ne recherche que le profit, l'idée que les institutions peuvent être achetées ou contournées sans conséquence. Cette façon de penser n'a pas seulement permis l'ascension des chefs, elle a été légitimée et reproduite par ceux qui, par omission, ont choisi de détourner le regard. C'est pourquoi le regard de cette série est double. Elle reconstruit les faits, mais elle rend aussi justice à ceux qui ont dit non. Aux procureurs, aux policiers, aux journalistes, aux responsables politiques qui ont payé de leur vie ou de leur liberté le fait de défendre la loi. Aux citoyens qui ont résisté à la tentation de l'argent facile.
Le scénario a été conçu avec soin pour éviter toute fascination, montrer la violence avec rigueur, exposer ses causes et désigner les responsables sans jamais embellir les bourreaux. Car comprendre l'histoire est une condition pour ne pas la répéter. Cette production se veut ainsi un outil de mémoire, une invitation à ce que la société reconnaisse ce qui s'est passé, nomme ses bourreaux et identifie clairement ceux qui ont défendu la démocratie. Ce n'est qu'à ce prix qu'elle pourra commencer à refermer les blessures et à construire un autre récit pour le pays. L'histoire de Gonzalo Rodríguez Gacha est largement connue. Livres, documentaires, séries et films ont raconté à maintes reprises son ascension et sa chute. Mais, en contraste, les noms de ceux qui l'ont affronté ont été relégués à l'oubli. Le colonel Jaime Ramírez Gómez fut l'un d'eux. Un enquêteur d'exception, pionnier de la lutte contre le narcotrafic, convaincu que l'institution pouvait et devait rester incorruptible. Il croyait en la justesse de l'action, même en sachant que ce choix faisait de lui une cible pour les plus puissants. Aujourd'hui, une simple recherche sur Internet permet de trouver une profusion d'informations sur Pablo Escobar ou sur Rodríguez Gacha. Mais si l'on cherche Jaime Ramírez, seules quelques pages apparaissent. Ce vide fait aussi partie de notre tragédie. Nous nous souvenons davantage des bourreaux que des héros. Il en va de même pour Rodrigo Lara Bonilla, le ministre qui osa dénoncer le cartel alors que le pays préférait détourner les yeux. Des hommes comme lui, comme Ramírez, étaient en avance sur leur temps. Ils comprirent que les criminels émergents n'étaient pas de simples délinquants, mais des mafias capables de mettre en péril la démocratie elle-même. Ils furent les premiers à affronter le narcotrafic en Colombie. Ils le firent sans soutien suffisant, sans un État solide derrière eux et au prix de leur propre vie. C'est pourquoi, plus qu'un récit sur le pouvoir et la violence de Rodríguez Gacha, cette histoire est un hommage à ceux qui résistèrent. Car ce sont eux qui maintinrent, ne serait-ce qu'un instant, l'espoir qu'un autre pays était possible. Qu'on ne l'oublie jamais, tandis que la société applaudissait les chefs, certains eurent le courage de les affronter. Et leur sacrifice demeure, aujourd'hui encore, la véritable leçon laissée par cette histoire. Rodrigo Lara et Jaime Ramírez furent des héros solitaires. Ils crurent en la justice et en l'intérêt commun, lorsque tout autour d'eux était corrompu. Ils payèrent de leur vie, tandis que le pays, en grande partie, leur tournait le dos.